Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vous propose de commencer. Mon nom est Jean Dalibard et avec Jérôme Baudry, historien des sciences à Lausanne, eh bien, je suis chargé du commissariat de cette exposition à Bras-le-Corps. Alors, je ne vais pas avoir l'outrecuidance de présenter Antoine Compagnon, de vous présenter Antoine, mais je voudrais profiter de cette occasion pour le remercier d'avoir bien voulu donner la conférence inaugurale de ce cycle qui accompagne notre exposition. Et cette conférence, donc, elle est en phase avec le texte qu'Antoine a bien voulu nous proposer pour le catalogue. C'est un texte qui a été particulièrement important pour nous quand on a rédigé le catalogue, parce que c'est un texte qui nous a vraiment servi à définir le périmètre de notre exposition. Donc je lui suis vraiment reconnaissant à Antoine, à la fois pour ce texte, sa contribution au catalogue, et puis pour avoir bien voulu commencer ce cycle de conférences. Antoine. Merci. Merci. Donc je vais évidemment reprendre un certain nombre de choses qui sont dans mon texte du catalogue de l'exposition, en essayant de les infléchir. Et je voudrais commencer par vous faire remarquer ce tableau que vous pouvez voir à l'entrée de l'exposition, qui représente toutes les chaires scientifiques depuis 1789 jusqu'à 1914, puisque j'ai décidé dans cette contribution de prendre au fond un long 19e siècle qui débute avec la Révolution française et la Grande Guerre peut être considérée comme l'autre frontière de ce long 19e siècle. Et vous voyez donc ce qu'ont été, j'entrerai dans plus de détails, les chaires scientifiques du Collège de France. Alors je vous invite à, si vous n'avez pas encore vu l'exposition et pas encore vu ce tableau, alors là évidemment vous ne pouvez pas le lire puisque c'est trop petit, mais vous avez au départ les 8 chaires scientifiques de 1789 et à l'arrivée les 13 chaires scientifiques du Collège de France à partir de 1900 et jusqu'à 1914, et les lignes, selon les disciplines, et puis peu à peu les ajouts. Je vais donc parcourir ce tableau avec vous. C'est ça que je ferai aujourd'hui, en commençant par dire quelques mots de cette Révolution française, parce que nous ne pouvons pas ne pas rester étonné, c'est le point de départ, que le collège ait survécu à la Révolution française, à la période 1789-1793. Bon. Au début de la période, en 89, il s'appelait le Collège royal de France. Aujourd'hui, nous l'appelons Collège de France. Et entre-temps, il a pris d'autres noms, comme Collège impérial, et puis de nouveau Collège royal, et puis Collège tout court. Et c'est bien l'une des très rares institutions de l'Ancien Régime qui ait traversé la Révolution française à peu près indemne. On peut aussi remarquer avec étonnement qu'aucun professeur n'a été guillotiné. Ce qui est assez exceptionnel. J'aime bien faire la comparaison avec l'Académie française, puisque maintenant j'en fais aussi partie. 3 académiciens ont été guillotinés, et beaucoup sont morts dans des conditions particulièrement cruelles entre 89 et 93 ou 94. Donc, c'est un peu comme le muséum qui a survécu. Il y a quelques-unes, mais l'université a été totalement détruite pendant très longtemps. C'est pourquoi en France, nous avons toujours une université française qui est fragile par bien des côtés, parce qu'elle n'a pas cette tradition des universités dans les autres grands pays comparables. C'est parce qu'elle a été détruite par la Révolution française. Alors le professeur qui a été le plus proche de la guillotine, c'est Cousin, dont vous avez là le traité élémentaire de physique, publié en l'an 3, 1795, traité élémentaire de physique qui a été rédigé en prison. Alors que c'est Cousin, qui était le professeur de physique générale et mathématique, qui était l'administrateur des subsistances de la Commune de Paris, donc qui avait des responsabilités à la Commune de Paris, a été arrêté à plusieurs reprises. Il a séjourné en prison pendant 8 mois et demi et il a écrit ce traité.
Et je me référais plusieurs fois aux éphémérides de Lalande, qui était le professeur d'astronomie au Collège de France, et pendant longtemps l'inspecteur, c'est-à-dire l'administrateur du collège, et qui écrit dans ses éphémérides en 94, malheureusement il n'y a pas la date dans la marge, donc c'est à un moment en 94, probablement entre janvier et juillet, avant Thermidor, Cousin, près de monter dans la fatale charrette, un de ses écoliers, en l'embrassant, occasionne un dérangement qui le sauve comme par miracle. Donc, Cousin, professeur de physique mathématique, l'a échappé belle. Alors, ah oui, j'ai mis à côté le QR. Si vous voulez, pendant que vous suivez mon propos, vous pouvez, comment est-ce qu'on dit, claquer sur le, qu'est-ce qu'on dit ? Comment ? Flasher sur le QR, et vous aurez le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, mais vous pourrez l'agrandir, hein, cette table des chaires scientifiques du 19e siècle. Donc, Cousin l'a échappé belle, et il y a eu un seul guillotiné au collège, qui était Pierre-Louis Paris, qui était le suppléant de Jacques Delisle, le professeur de poésie latine, et il a été exécuté le 11 Thermidor avec 70 membres de la Commune de Paris. Donc c'est juste au lendemain de Robespierre. Alors cette survie du Collège de France, j'ai envie de dire miraculeuse, cette traversée du Collège de France miraculeuse de la Révolution française, on peut l'attribuer à deux causes. Certains ont tendance à dire que le collège a survécu parce qu'il était insignifiant. Il était petit, discret et invisible. Ce n'est pas la thèse que je suivrai. La thèse que j'essaye de démontrer, et je vais essayer de la démontrer, c'est plutôt que le collège a survécu à la période 89-94, période de la Révolution française la plus dramatique. Ce n'est pas parce qu'il était discret et invisible, mais parce qu'il avait d'une certaine façon déjà accompli, sinon sa révolution, du moins sa réforme, dans la vingtaine d'années qui avaient précédé 89. Et en effet, à partir des années 1760, le Collège de France, le Collège royal de France, s'est profondément transformé et des chaires scientifiques avaient peu à peu, pendant cette vingtaine d'années, été substituées aux chaires traditionnelles, aux chaires d'hébreu, de syriaque, etc. Donc il y avait eu un mouvement dans les années 1760 qui avait peu à peu adapté le Collège de France à l'état des sciences de la nature dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cette révolution, j'emploie un grand mot, disons cette réforme, avait été menée à bien par un duo, deux personnalités très importantes. La première, c'est Jean-Jacques Garnier, l'abbé Jean-Jacques Garnier, qui avait la chaire d'hébreu, qui ensuite a été transformée en chaire d'histoire. Traditionnellement, au collège, il y avait deux chaires de grec, deux chaires de latin, deux chaires d'hébreu. Cette chaire d'hébreu est transformée en chaire d'histoire, ce qui est bien un mouvement de modernisation des enseignements, donc qui affecte non seulement les sciences, mais aussi le côté littéraire. Donc l'abbé Jean-Jacques Garnier est très important dans ses réformes. C'est la seule image que j'ai trouvée de lui, professeur royal d'hébreu et d'histoire. Donc, en vérité, il est d'abord d'hébreu, et puis la chaire est transformée en histoire. Inspecteur du Collège royal de France, inspecteur, c'est le nom que porte l'administrateur sous l'Ancien Régime, et il est donc, pendant toute cette période, l'administrateur du Collège de France. Historiographe du roi. Donc, vous voyez que c'est un homme qui a un rôle important dans l'administration de ce pays. Au fond, c'est très largement à cet abbé, un abbé qui n'a pas prononcé ses vœux. On appelle abbé un abbé, on l'appelle abbé comme Delisle. D'autres ecclésiastiques du collège sont des abbés qui n'ont pas prononcé leurs vœux. Donc c'est à lui que nous devons la survie du collège
et à Lalande, dont j'ai déjà parlé, l'astronome Jérôme Lalande. Ce sont véritablement eux deux qui mènent la réforme du collège dans les années, à partir de la fin des années 1760, et qui lui feront traverser la Révolution. Alors il faut mentionner bien sûr un troisième homme capital dans cette transformation du collège à la veille de la Révolution. Cet homme, c'est le ministre de la Maison du Roi, Louis III Philippot, comte de Saint-Florentin, marquis puis duc de la Vrillière, secrétaire d'État à la Maison du Roi de 1749 à 1775. Et c'est donc, aujourd'hui, le Collège de France dépend du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Avant, c'était du ministère de l'Éducation nationale, de l'Instruction publique. Au XIXe siècle, c'était en général du ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur qui exerçait la tutelle sur le Collège de France. Et le ministère de l'Intérieur, c'est le successeur du ministère de la Maison du Roi, au XIXe siècle. Donc, le Collège de France, Collège royal de France, dépendait de la Maison du Roi. Et au fond, nous devons au comte de Saint-Florentin tout ce qui s'est fait à la fin du XVIIIe siècle au Collège de France, c'est-à-dire cette orientation vers les sciences de la nature, et je soutiens que c'est la condition de sa survie. Alors il y a un indice tout à fait éclairant que j'ai découvert très récemment, mais que j'ai montré à Jean Balibar, de cette affinité entre le comte de Saint-Florentin et le Collège de France, qui est tout simplement dans l'architecture. Vous savez sans doute que le Collège de France a été construit donc dans les années 1770, ça faisait partie de cette réforme, de ce renouveau, et que l'architecte en était Chalgrin, ce collège XVIIIe siècle avec sa cour. Eh bien, voici l'hôtel de Saint-Florentin. Certains d'entre vous y reconnaîtront assez facilement le Collège de France. C'est le collège, alors l'hôtel Saint-Florentin, vous le connaissez tous, mais vous n'avez peut-être pas pris cette image du collège. L'hôtel Saint-Florentin, il est au coin de la rue Saint-Florentin et de la rue de Rivoli. C'est à côté de l'hôtel de la Marine, sur la place de la Concorde. Alors je vous invite à aller voir. Donc cette photographie est prise depuis la fenêtre du premier étage de l'hôtel de la Marine. Bon, j'espère que vous êtes allé à l'hôtel de la Marine depuis sa restauration. Allez au premier étage. Voilà la vue que vous avez de l'hôtel de Saint-Florentin. Donc, cet hôtel de Saint-Florentin est construit par Chalgrin en 1767-1769. Vous voyez, c'est le moment où la réforme du Collège de France est en cours. Bon, je reconnais sur cette photographie la fenêtre de mon bureau. Elle est là, c'est la troisième sur l'aile de droite. C'est le Collège de France que vous retrouvez, lui, construit en 1774-1780. Donc, en gros, c'est les plans de l'hôtel de Saint-Florentin qui sont repris pour la construction du Collège de France de manière beaucoup plus médiocre. L'hôtel de Saint-Florentin est beaucoup plus luxueux. Allez voir les escaliers, les salons, les dimensions sont... L'hôtel de Saint-Florentin a coûté beaucoup plus cher à construire que le Collège de France. Quand on va voir l'hôtel Saint-Florentin, on se rend compte que le Collège de France, c'était une petite chose. Surtout si on le réduit à la construction de Chalgrin, c'est-à-dire la cour et les deux ailes et le fond de la cour. C'est tout. L'hôtel de... Vous voyez, c'est ce que nous voyons là. Nous voyons les deux ailes et le fronton et la cour. Et vous notez cette gravure qu'on montre tout le temps. Je crois qu'elle est montrée dans l'exposition. Il est indispensable de rappeler que c'est totalement faux, cette vue. Nous allons voir tout à l'heure pourquoi c'est faux. Mais en vérité, la rue qui s'appelait Place Cambrai devant le Collège de France, elle fait 3 mètres ou 5 mètres de large. Elle est très étroite. Ce n'est pas véritablement une place. Donc ce dessin, c'est de la fiction. C'est de la fiction. Il n'y a pas du tout cette perspective sur l'église qui était au fond à la place de la Sorbonne. Mais ça nous montre bien cette architecture de Chalgrin qui reprend le
l'hôtel Saint-Florentin. Et pour moi, c'est véritablement l'indice de la dette que nous avons à l'égard de ce ministre de la Maison du Roi et des réformes qui ont été menées dans les années 1770. Alors ce Garnier dont je parlais, il est nommé coadjuteur et survivancier dans la chaire d'hébreu en 1760. Et par chance pour lui, le professeur dont il est le coadjuteur et survivancier meurt dès l'année suivante. En 61, donc, il devient professeur au Collège de France. Je l'ai dit, il devient inspecteur, c'est-à-dire administrateur, en 1768. Donc c'est un homme encore jeune, il a 39 ans. Et il est chargé par Saint-Florentin de réorganiser le collège. Et c'est lui qui fait donc adopter les lettres patentes qui sont délivrées par le roi en 1772, qui seront en vigueur, en gros, jusqu'au Second Empire, ces lettres patentes. Et elles sont enregistrées au Parlement en 1773 et elles fixent le nombre des emplois au Collège de France. Un inspecteur, donc lui-même, 19 professeurs et 8 professeurs vétérans. Et on a le droit d'être vétéran. Il n'y a pas de retraite, hein, bien entendu, à cette époque, mais on peut être vétéran après un certain nombre d'années. Je crois que c'est au moins 15 ans d'enseignement, quelque chose de cette nature. Et aussi fixé la liste des matières d'enseignement. Et c'est là qu'apparaissent un certain nombre de matières d'enseignement modernes. Alors Garnier est aussi historiographe du roi, vous l'avez vu, mais pendant longtemps, il cumule les fonctions de professeur, d'inspecteur et d'historiographe du roi. Quant à Lalande, Lalande, l'astronome, très important astronome, il est nommé, lui, coadjuteur et survivancier de Nicolas de Lisle, également en 1761. Malheureusement, de Lisle vivra un peu plus longtemps, et il ne lui succède qu'en 1768, et à ce moment-là, sa chaire prend le nom d'astronomie, suivant les lettres patentes. Vous voyez, il y avait traditionnellement 2 chaires de mathématiques au Collège de France, comme il y avait 2 chaires d'arabe, 2 chaires d'hébreu, 2 chaires de grec, et vous voyez qu'on commence à diviser. Maintenant, on a une chaire de mathématiques et une chaire d'astronomie. Et dans les dernières années qui précèdent la Révolution, il y a une chaire de philosophie grecque et latine qui est transformée en chaire de physique, Universae Physique, Physices, physique de l'univers. En vérité, le professeur, sous le nom de philosophie grecque et latine, enseignait déjà la physique, puisqu'on avait déjà introduit des sciences dans des chaires littéraires, parce que sous le nom de philosophie grecque et latine, traditionnellement, ce que l'on avait enseigné, c'était la physique aristotélicienne. Mais la physique newtonienne s'étant substituée à la physique aristotélicienne, on enseignait la physique newtonienne dans une chaire intitulée Philosophie grecque et latine. Il y avait un certain nombre de bizarreries dans cette histoire, et le professeur était Lemonnier, qui avait comme suppléant ou coadjuteur et survivancier, ce cousin qui a failli être guillotiné en 94. Et vous voyez qu'on avait là un certain nombre de disciplines tout à fait nouvelles qui étaient introduites. Une autre discipline, c'était celle de mécanique, introduite à la place d'une chaire de syriaque. Même chose, pas besoin de 2 chaires de syriaque. Une chaire de syriaque devient une chaire de mécanique, et c'est cette chaire qui est devenue celle de physique expérimentale pour Louis Lefebvre-Ginot. Alors il y a 3 hommes là qui sont importants, dont je vous ai parlé: l'abbé Garnier, hébreu puis histoire, Lalande, mathématiques puis astronomie, et Lefebvre-Ginot, physique expérimentale. Ce sont les 3 hommes qui seront les inspecteurs ou administrateurs du collège de 1768 à 1823. À eux 3, ils couvrent donc 55 ans, depuis l'Ancien Régime jusqu'à la Restauration. Il y a un moment avancé dans la Restauration, et ces 3 hommes, nous leur devons la survie du collège dans cette période.
En 1791, l'abbé Garnier refuse de prêter serment, le serment constitutionnel, et c'est donc Lalande qui devient inspecteur jusqu'en 1800, Lefebvre-Ginot, ensuite, de 1800 à 1823. Alors il faut aussi remarquer que ces hommes sont liés à la franc-maçonnerie, à peu près tous, et que cet esprit des réformes du collège des années 1760, 1770, 1780 est lié à la franc-maçonnerie et explique aussi leur affinité avec les premiers moments de la Révolution. Lalande, dont j'ai déjà beaucoup parlé, qui est un homme important, Lalande est le fondateur de la loge des Neuf Sœurs. C'est la loge qui a accueilli Benjamin Franklin, c'est la loge qui a initié Voltaire, et c'est une loge qui est proche du mouvement des idéologues et de Madame Helvétius. Lalande est le vénérable de cette loge, et il y a donc une assez grande proximité entre le Collège de France et la loge des Neuf Sœurs. Cette affinité, elle touche aussi les littéraires. J'ai évoqué Delille, cher de poésie latine, mon prédécesseur, si l'on veut, Cournant, cher de littérature française. Tous ces gens sont proches de cette loge des Neuf Sœurs. Ils peuvent être abbés, ce sont des abbés, mais ce sont des abbés. Enfin, tout ça nous amène à beaucoup atténuer l'opposition qu'on peut parfois faire entre les Lumières et les anti-Lumières. Nous devons un certain nombre de réformes du collège, des réformes éclairées, qui sont faites par des abbés qui ne sont pas nécessairement du côté des Lumières. Mais tout ça est beaucoup plus confus quand on regarde dans le détail. Lorsque Cournant, professeur de littérature française, est nommé au Collège de France en 1784, si mes souvenirs sont bons, le ministre de la Maison du Roi, qui est le successeur de Saint-Florentin, dont j'ai parlé tout à l'heure, dit que c'est une dette qu'il a à l'égard de d'Alembert. Vous voyez, tout ça nous montre beaucoup de confusion. En 1789, donc, à la veille de la Révolution, là je ne sais pas si vous pouvez lire, mais voilà les 19 chaires du collège, donc au moment de la Révolution. Donc il y a les chaires d'abord des hébreux, arabes, etc., latin, et puis on arrive aux chaires scientifiques, mathématiques, Mauduit, astronomie, Lalande, physique de l'univers, le Monnier, bien sûr tout ça est encore en latin, physique expérimentale, on l'a vu, c'est Lefebvre-Ginot. J'ai dit le Monnier avec Cousin comme suppléant, médecine, Rollin, anatomie, Portal, chimie d'Arcet, Daubenton, histoire naturelle. On a donc, en 1789, 8 chaires sur 19, un peu moins de la moitié, qui représentent les chaires scientifiques. N'oublions pas que 20 ans auparavant, il n'y avait qu'une chaire de mathématiques. Il n'y avait rien d'autre. Donc c'est quasi la moitié en 1789. Et l'autre remarque qu'on peut faire, c'est qu'aucune de ces chaires n'est plus tenue par un ecclésiastique. Alors que du côté des littéraires, il y a encore pas mal d'ecclésiastiques qui, eux, vont disparaître avec la Révolution, puisqu'ils refuseront de prêter serment. Vous avez, enfin je ne vais pas revenir, mais il y en a quelques-uns qui vont disparaître des littéraires. Mais aucun des scientifiques ne disparaît, aucun n'étant ecclésiastique. Et le seul qui refusera de prêter serment, c'est le Monnier, en 91, mais à l'automne de 89, pardon, on est en 89, il refuse de prêter serment en 91, mais il a une attaque à l'automne, il est paralysé, et c'est donc son suppléant Cousin qui prend la suite. Alors ça, c'est l'affiche de l'automne 89, donc après la prise de la Bastille, mais on est encore un collège royal. Ça, c'est l'affiche du printemps 91. Alors je l'ai choisi parce que c'est encore le Collège royal, mais c'est la première affiche en français. Première affiche en français du Collège de France. Vous remarquez que les fleurs de lys ont disparu.
on est en français, mais l'ordre est le même. Donc il n'y a pas de différence. Vous avez les chaires de création, les chaires les plus anciennes, puis mathématiques, astronomie, physique générale, physique expérimentale, médecine, anatomie, chimie, histoire naturelle. Et alors voilà, ça c'est les chaires modernes, droit de la nature et des gens, histoire et philosophie morale, introduite à la fin du XIXe siècle. Alors il faut remarquer qu'un certain nombre de ces professeurs auront des responsabilités politiques importantes. J'ai déjà signalé que Cousin faisait partie de la municipalité. Il sera membre du bureau du directoire, du corps législatif et enfin sénateur après le 18 Brumaire. Donc Cousin, ce physicien, c'est un homme qui siégera dans toutes les assemblées à partir du directoire. Lefebvre-Ginot, dont j'ai déjà parlé, qui est l'inspecteur et l'administrateur, il est administrateur des subsistances aussi. Alors je ne sais pas très bien pourquoi, il y a une spécialité des professeurs du Collège de France pendant la Révolution qui sont très nombreux à être administrateurs des subsistances de la Commune de Paris. Il y a aussi un des professeurs de grec qui s'administre. C'est une position très très dangereuse. C'est une position où on peut s'enrichir, sans aucun doute, et il semble que Lefebvre-Ginot se soit un peu enrichi. Mais c'est une position qui est évidemment éminemment dangereuse, l'administration des subsistances de la ville de Paris. Et donc Lefebvre-Ginot est, lui, administrateur des subsistances comme Cousin. Sous l'Empire, il est inspecteur général de l'université, puis il est membre du corps législatif, lui aussi, de 1807 à 1814, puis il est député d'opposition sous la Restauration dans les Ardennes. Donc ce sont des hommes qui ont des responsabilités politiques. À la rentrée de 1794, c'est-à-dire juste après la terreur que le collège a traversée miraculeusement, eh bien, nouveau bouleversement de l'affiche. Donc à l'automne 94, Lalande, qui est l'inspecteur et le professeur d'astronomie, décide de bouleverser l'ordre de présentation des chaires. Alors vous l'avez là bien à l'esprit. On commence par les chaires de 1530, les chaires de langue, grec, latin, arabe, hébreu, puis les mathématiques, et puis les chaires, au fond, qu'on dirait aujourd'hui de sciences sociales, tout en que. Alors, en 1994, Lalande bouleverse tout, et que dit? Eh bien, il se met en tête, tout simplement. Il met l'astronomie en tête, et à partir de l'automne 1994, vous voyez que le collège ne s'appelle plus Royal, bien entendu, en 1994, et vous voyez que désormais, les sciences précèdent les lettres. Astronomie Lalande, mathématiques Mauduit. Vous voyez que les noms n'ont pas changé, ces hommes ont traversé la terreur. Physique générale et mathématiques Cousin, physique expérimentale Lefebvre-Ginot, médecine Rollin, anatomie Portal, chimie Darcet, Daubenton. Tous les noms sont les mêmes, mais l'ordre a changé. Comme vous le savez, il n'a plus jamais changé depuis. Aujourd'hui, nous en sommes là. Nous devons donc l'ordre de présentation des chaires à l'affiche du Collège de France en 2024 à Lalande, à l'automne 1794. Et voilà comment il l'explique dans ses éphémérides. J'ai changé l'ordre du programme en mettant les sciences avant les langues et l'astronomie, qui est la plus élevée par son objet, par son ancienneté, m'a paru devoir être la première. Alors, on peut aussi penser qu'il y a une certaine influence de la franc-maçonnerie, non seulement de son autorité, mais de la franc-maçonnerie. Alors, vous voyez ces 8 chaires scientifiques qui sont là, en 1789, en 1794, eh bien, elles se sont maintenues à travers tous les régimes jusqu'à aujourd'hui, mais elles ont traversé sans dommage la période qui nous mènera jusqu'à la Restauration. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une augmentation pas très rapide, puisque là on en a 8, et qu'en 1900 on en aura 13. Mais une augmentation, puisque là elles sont 8 sur 19. En 1900, elles seront 13 sur 42.
Donc vous voyez que la proportion a beaucoup été modifiée au XIXe siècle. Hein. On passe de 8 sur 19 à 13 sur 42. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus d'augmentation du côté des chaires littéraires. Ces chaires littéraires ont augmenté en raison du développement de l'archéologie et de l'orientalisme, puisque c'est l'orientalisme qui a été créé au collège. Hein. Toutes les chaires d'orientalisme ont été créées ici, et puis toutes les chaires d'archéologie. Donc c'est ça qui explique le développement. Mais si vous regardez l'affiche aujourd'hui, eh bien, il y a 48 chaires, 24 et 24. Donc, les littéraires ont perdu 5 chaires depuis 1900. Les scientifiques sont passés de 13 à 24 depuis 1900. Hein. Et aujourd'hui, nous avons un équilibre. En 2023-2024, nous avons un équilibre parfait entre les deux types de chaires. Mais c'est intéressant de voir que l'augmentation du XIXe siècle est exclusivement du côté des littéraires. Alors, cette augmentation, comment s'est-elle faite? Eh bien, on peut évoquer la figure de Delambre, c'est l'astronome important qui se substitue à Lalande. Et ensuite, on aura Binet. En gros, on en a 3 à 4 qui font le siècle, puisque les professeurs ont tendance à rester assez longtemps. Après Lalande, on a Serré, Maurice Lévy. La chaire change de nom, elle s'appelle mécanique céleste, et puis mécanique analytique et mécanique céleste. Mais c'est la même chaire qui traverse tout le siècle. Hein. Astronomie, mécanique céleste ou mécanique analytique. Ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'à partir de Delambre, et j'insisterai sur ce point, tous les professeurs d'astronomie sont des anciens élèves de Polytechnique, qui est juste à côté, et qui fournissent en gros toutes les chaires scientifiques au XIXe siècle. En mathématiques, eh bien, j'y reviendrai à la chaire de mathématiques. Il y a, en gros, là aussi, 3 caps occupants au cours du siècle. En physique mathématique, alors en physique mathématique, c'est Jean-Baptiste Biot qui succède à Cousin. Alors Biot, alors là, il est assez âgé, mais Biot occupe la chaire de physique mathématique de 1801 à 1862. Hein, vous voyez qu'en 1801, il a simplement 27 ans. Hein, et il est nommé à 27 ans et il restera eh bien, 61 ans dans cette chaire de physique mathématique. Et comme son successeur est Joseph Bertrand, qui occupa la chaire de 1862 à 1900, à eux deux, Biot et Bertrand couvrent l'intégralité du XIXe siècle. Ce sont aussi 2 polytechniciens et ce n'est pas particulièrement heureux qu'ils aient occupé cette chaire pendant si longtemps. Hein. Les professeurs du Collège de France ne devraient jamais rester très longtemps en place. Hein. C'est en tout cas ma doctrine, parce que comme ils sont là pour représenter une seule discipline, que les disciplines évoluent très vite, il est évident qu'on ne peut pas élire un professeur à 30 ans qui occupera une chaire pendant 60 ans. Hein. La discipline évoluera plus vite que lui. En tout cas, Biot. Alors Biot, là, il a un certain âge, c'est en 1851. Alors j'ai choisi de vous montrer cette photographie de Biot, d'un Biot âgé. Eh bien, parce que l'une des petites découvertes que j'ai faites en faisant ces recherches, c'est que cette photographie est prise par Henri-Victor Regnault, sur qui je vais revenir, puisque c'est le professeur de physique expérimentale au collège. Donc c'est le professeur de physique expérimentale qui prend une photo du professeur de physique mathématique. Et Victor-Henri Regnault est un personnage particulièrement intéressant qui mériterait une exposition prochainement dans le hall à côté. Alors cette photographie est intéressante puisque c'est un Biot âgé, mais je vous invite à observer son fauteuil et la table sur laquelle il s'appuie. C'est une photo de 1851. Il faut faire une longue pause pour prendre une photographie, et vous allez voir tous les professeurs du Collège de France défiler dans ce fauteuil.
Et il a pris des photographies d'un certain nombre de ses collègues. Donc c'est une photographie de Biot qui a déjà 77 ans à ce moment-là, mais enfin qui est toujours professeur au collège. Voilà une seconde photographie, toujours au musée de Philadelphie. Alors je ne sais pas dans quelle salle du collège cela se trouve, mais vous pourrez sans doute le retrouver. Et alors voilà ce qui est le plus intéressant, c'est que cette professeure de physique expérimentale du collège, Henri-Victor Regnault, est le père du peintre orientaliste Henri Regnault, et que la photographie a donc servi à ce portrait de Biot par Regnault qui a même pas 20 ans quand il fait ce portrait. Alors, Henri Regnault, c'est un peintre intéressant. C'est un peintre qui, malheureusement, est mort en 1800, le prix de Rome, qui est mort en 1871 pendant la guerre contre la Prusse, en défendant l'une des fortifications de Paris. Donc, voilà, ça a un certain intérêt de voir que ce tableau est pris d'après la photo de Biot faite par son père. Bon, il y avait clairement un rapport d'assez grande proximité entre Biot et Regnault, puisque voilà un portrait de Biot sur son lit de mort par Henri Regnault. Voilà un certain intérêt pour cela. Alors ça, c'est donc la physique mathématique, Biot-Bertrand, la physique, voilà, Joseph Bertrand, qui a succédé à Biot, la physique expérimentale, eh bien, c'est Ampère, le grand Ampère, qui l'occupe de 24 à 36, et puis le successeur d'Ampère, eh bien, c'est justement Henri-Victor Regnault, dont j'ai déjà parlé, personnage donc très intéressant, qui occupe cette chaire ici pendant 31 ans, de 1841 à 1872, la chaire de physique expérimentale. C'est un polytechnicien, ingénieur des mines, et qui, en même temps qu'il est professeur au Collège de France, est l'administrateur de la manufacture de Sèvres. Et, comme vous l'avez vu, c'est un photographe. C'est un pionnier de la photographie, et il est le fondateur de la Société française de photographie en 1854. Et alors on voit bien comment tous ces intérêts convergent. C'est un physicien expérimental, c'est un chimiste, et c'est sa dimension de chimiste qui explique à la fois son intérêt pour la photographie et pour la manufacture de Sèvres. Alors j'aimerais bien qu'on fasse une exposition sur Regnault prochainement au Collège de France, parce que les photographies de Regnault sont en vérité très très intéressantes. Donc là c'est lui. Alors ça c'est des photos qui viennent du musée d'Orsay. Bon, il pose de manière un peu romantique. Vous voyez toujours la nécessité d'une table où s'appuyer pendant les poses photographiques. Alors voilà, il y a beaucoup de photographies qu'il a prises qui sont au musée d'Orsay, qui sont autour de Sèvres et de Meudon. Et il y a beaucoup de photographies de la manufacture de Sèvres qu'il a prises au début de ces années 1850. J'en ai choisi une parce qu'elle me plaisait, parce qu'elle est belle de ce qu'étaient les bords de Seine en 1853. Puis alors je voudrais vous en montrer une qui m'a vraiment beaucoup plu et beaucoup fasciné, puisqu'elle montre le Collège de France tel qu'on ne l'a jamais vu. C'est le Collège de France vu depuis le premier étage, depuis le Salon Bleu. Depuis le Salon Bleu. Et alors ça nous montre, comme je vous disais tout à l'heure, que la place de Cambrai, devant le Collège de France, n'était pas une place. Vous voyez que c'était une rue étroite, comme la rue Lano, qui la continue un peu plus loin. C'était une rue qui faisait 3 à 5 mètres de large. Et on peut lire vous voyez, vous voyez que les bâtiments qui sont là, c'est les bâtiments qu'on connaît dans les petites rues qui vont un peu plus loin et qui n'ont pas été détruits. Bon, ces bâtiments, derrière ces bâtiments, il y avait la forteresse Saint-Jean de Latran, qui allait jusqu'au boulevard Saint-Germain. J'ai eu l'occasion d'en parler ailleurs, parce que c'était le repère des chiffonniers de Paris, cette forteresse Saint-Jean de Latran. Là, on est contre la forteresse. Alors c'est une photographie qui est assez admirable, parce qu'on n'a jamais vu le Collège de France comme ça, avec ce fronton que nous connaissons bien, cette grille que nous connaissons bien.
Et ça nous montre ce qu'était le quartier dans ces années, donc 1850. Alors, les photographies de Regnault sont passionnantes. Voilà une très belle photographie de Claude Bernard, d'un jeune Claude Bernard, en 1851. Voilà des photographies, je ne sais pas si vous les avez mises dans l'exposition, non ? Des photographies d'instruments, très belle nature morte, d'instruments de Regnault. Alors, la légende à Philadelphie, c'est instrument du laboratoire au Collège de France, instrument acoustique. Et voilà, donc photographie de Regnault qui mériterait d'être un peu montrée ici. Enfin, c'est intéressant de savoir qu'on avait un pionnier de la photographie au Collège de France. Et alors, il y a 2 photographies de professeurs du collège. Alors, moi, je fais l'hypothèse que ce sont Liouville et Binet. Ce sont mes hypothèses, mais peut-être que vous aurez des opinions divergentes. Et vous reconnaissez le fauteuil, hein ? C'est le même fauteuil et la même table que nous avions vu dans le cas de Biot tout à l'heure. Hein. Vous voyez que l'analyse des chaires scientifiques du Collège de France nous amène à quelque chose d'intéressant. Alors, les chaires de médecins, la chaire de médecine, c'est là qu'il y a eu le plus de remue-ménage, mais on a eu quelques grands noms, comme Magendie et bien sûr Claude Bernard, Laennec et puis Darsonval, qui a sa place dans l'exposition. La chimie, on a eu... voilà un bel autoportrait de Regnault, très romantique, hein, avec toujours cette table, toujours la même table. Pas si elle existe toujours, vous ne l'avez pas retrouvée dans les instruments. C'est une table qui était dans un des laboratoires, hein, clairement. Et le même livre qu'avait Biot sous son bras. Hein. Voilà Henri Le Chatelier, professeur de chimie, un peu plus tard. Puis il y a la chaire d'Aubenton-Cuvier, celle d'histoire naturelle, qui devient histoire naturelle des corps inorganiques lorsqu'elle était occupée par Léonce Élie de Beaumont, Élie n'étant pas son prénom, hein, Léonce Élie de Beaumont, qui avait beaucoup de prénoms, mais je crois que c'était Léonce qui était le prénom d'usage, Léonce Élie de Beaumont, et puis viennent un certain nombre de créations. Hein, voilà pour les chaires qui dataient d'avant la Révolution. Les chaires qui ont été créées par la suite, ça commence avec la monarchie de Juillet, 1844, chaire d'embryogénie comparée, qui restera jusqu'au XXe siècle, hein, la chaire d'embryogénie comparée. Donc c'est la, si vous voulez, 9e chaire. Sous le Second Empire, il y a une 10e chaire, c'est la chaire de chimie organique de Marcellin Berthelot. En 1876, sous la Troisième République, il y a une chaire d'anatomie générale qui est créée pour Ranvier, qui était l'assistant de Claude Bernard. Donc Claude Bernard obtient en quelque sorte le dédoublement de sa chaire. En 1888, la chaire de psychologie expérimentale de Théodule Ribot. Donc ce sera la chaire de Janet après. Et puis enfin, en 1892, la chaire d'histoire générale des sciences, la chaire de Pierre Lafitte, disciple d'Auguste Comte. Voilà donc comment on passe de ces 8 chaires à 13. Et voilà l'affiche de 1900, où j'ai agrandi à droite la partie scientifique pour que vous voyez comment elle est occupée en 1900. Même si j'ai continué jusqu'à 14, je vous ai dit, pour faire un 19e siècle large. Mais vous voyez, mécanique analytique et mécanique céleste, bon, c'est la chaire d'astronomie, Maurice Lévy avec comme suppléant Hadamard, mathématiques, Jordan, physique générale et mathématiques, Bertrand, avec comme suppléant
Maurice Després, donc je n'ai pas grand-chose à dire de lui. Physique générale, Mascart avec Brillouin. Vous voyez déjà le XXe siècle qui apparaît, hein, Hadamard, Brillouin, qui sont des suppléants ici. Le Châtelier pour la chimie générale, Berthelot pour la chimie organique, Darsenval pour la médecine, Fouquet pour l'histoire naturelle des corps inorganiques, Marais pour l'histoire naturelle des corps organisés, Enguy pour l'embryogénie comparée, Ranvier pour l'anatomie, Ribot pour la psychologie et Lafitte pour l'histoire générale des sciences. Voilà les 13 chaires scientifiques à l'époque, à la fin de la période. Et au fond, il n'y aura pas d'énormes différences entre 1900 et 1914, sinon que Hadamard et Brillouin ne seront plus suppléants, mais titulaires. Alors, dans cette population du XIXe siècle, parce que je vois que le temps passe très vite, je crois qu'il y a trois, si on divise la démographie, il y a trois groupes. Au XIXe siècle, il y a encore un certain nombre, surtout au début de la période, il y a encore un certain nombre de professeurs qu'on peut qualifier d'autodidactes, qui n'ont pas eu un cheminement scolaire, universitaire, qu'on pourrait qualifier de normal. C'est encore le cas d'Ampère. Ampère a une formation sur le tas. C'est encore le cas d'un certain... par exemple, l'astronome qui s'appelle Mathieu, c'est un enfant adoptif de Delambre, qu'il a formé chez lui et qu'il veut comme successeur. Il y a encore un certain nombre d'autodidactes. Dans l'autre groupe, comme d'habitude, il y a un nombre important de médecins. Et on avait fait remarquer déjà, c'était Corvol qui l'avait fait remarquer quand on avait fait un colloque il y a un certain nombre d'années, que les médecins étaient le contingent le plus important au Collège de France depuis 1530. On trouve des médecins dans toutes les disciplines, en latin, en grec, en philosophie, aussi en médecine. Mais on les trouve partout, et dans cette période-là, on trouve par exemple des médecins en chimie. En chimie, il n'y a jamais de chimiste encore. Tous les chimistes sont des pharmaciens, avant d'obtenir le Châtelier, qui est un polytechnicien. Les chimistes sont des pharmaciens qui sont aussi parfois des médecins. Donc le deuxième groupe, c'est les médecins. Et le troisième groupe, c'est les polytechniciens. Dans cette partie du XIXe siècle, il y a 14 polytechniciens qui occupent largement les chaires scientifiques du Collège de France. Et comme vous voyez, j'ai mis quelques filières ici. Vous voyez que l'astronomie, l'astronomie qui est en tête, Binet, Céré, Maurice Lévy. En gros, tout le siècle est occupé par 3 polytechniciens. Pour la physique mathématique, on a vu Biot et Bertrand occupent le siècle de polytechniciens. L'histoire naturelle des corps organiques, Élie de Beaumont. Mathématiques, eh bien, on a 3 mathématiciens, Liouville, Jordan et Humbert, qui occupent la chaire de mathématiques de 1851 à 1921. Puis il y en a quelques autres qui sont un peu épars, comme justement Regnault, qui est le seul en physique expérimentale. Je ne l'ai pas oublié, non. Regnault est le seul en physique expérimentale. Henri Le Châtelier est le seul en chimie minérale. Mais c'est eux qui occupent à peu près toutes les chaires scientifiques. Et il faut ajouter que tous les professeurs du Collège de France enseignent à l'école polytechnique, juste à côté. Tous, absolument tous. Ils ont enseigné. Et l'école normale n'est pas encore montée en puissance. Elle ne monte en puissance qu'à partir du moment où elle se déplace rue d'Ulm, c'est-à-dire en 1848. Jusqu'en 1848, l'école normale supérieure occupe l'espace qui est entre le Collège de France et le lycée Louis-le-Grand, qui était une prison sous la Révolution française, collège dont le nom m'échappe comme je vous parle. Et c'est seulement à partir du moment où l'école normale se déplace rue d'Ulm qu'elle commence à former un certain nombre de scientifiques qui viendront ici. Dernier point que je voudrais évoquer, c'est les rapports entre ces savants et la politique du moment. Alors, comment était-on nommé au Collège de France ? Voici la nomination de Biot en 1801, ou en 1800, en décembre 1800. Vous voyez qu'elle est toute simple.
c'est l'Assemblée, le registre de l'Assemblée, au nom du peuple français, du 4 Frimaire en 9 de la République une et indivisible, Bonaparte, premier consul de la République, le ministre de l'Intérieur, vous voyez qu'on dépendait de l'Intérieur, entend, arrête, article 1er, le citoyen Biot, membre associé de l'Institut national, est nommé à la place du professeur de physique mathématique au Collège de France, vacante par la démission de Cousin, membre du Sénat. Bon, donc, nomination qui passe par, en fait, une lettre de recommandation de Cousin, qui devient sénateur, et une lettre de recommandation de Ginaud Lefebvre, qui est l'administrateur. 2 lettres de recommandation, Bonaparte nomme Biot professeur. C'est assez simple, d'autant plus que le ministre de l'Intérieur qui nomme n'est autre que Chaptal. Et l'année suivante, quand il s'agit de nommer un professeur de chimie, les professeurs du Collège de France écrivent à Chaptal une lettre d'une énorme courtoisie que je vous lis. Ils nomment donc à l'unanimité le citoyen Vauquelin, mais ils écrivent à Chaptal « S'ils ne voyaient pas Chaptal occupé dans des postes beaucoup plus importants de l'État, ils auraient eu 2 candidats à proposer au ministre de l'Intérieur. » Mais voilà qu'ils ne proposent que Vauquelin. Alors ensuite, il y a des nominations qui sont beaucoup plus controversées dans les régimes successifs. Et voici la nomination de Binet. Donc Binet, qui est polytechnicien de la promotion 1804, ingénieur des ponts et chaussées, qui est nommé en 1823 à la succession de Delambre dans la chaire d'astronomie. C'était pas lui que les professeurs du collège avaient élu. Et voilà le registre de l'élection. L'Assemblée est convoquée spécialement pour élire un candidat à présenter en remplacement de M. Delambre, professeur d'astronomie, décédé le août dernier. La discussion est ouverte. L'Assemblée, étant allée en votation, pose, pour être élection, M. Mathieu obtient l'unanimité des suffrages. Oui, l'Assemblée élit à l'unanimité M. Mathieu. M. Mathieu qui est le fils adoptif de Delambre, qui est un enfant du peuple, formé par Delambre et qu'il voulait comme successeur. Mais Mathieu est aussi un polytechnicien ingénieur des ponts et chaussées, d'une promotion voisine de Binet. Et le résultat, c'est que, voilà, à l'Assemblée, un an après, le 23 novembre 1823, l'Assemblée est formée. Le président annonce la nomination de M. Binet à la chaire d'astronomie. Voilà comment se faisaient les choses en 1823. L'Assemblée et l'Académie des sciences valident le vote de l'Assemblée, mais le roi nomme un autre candidat qui n'avait pas été discuté par l'Assemblée. Alors évidemment, la différence, c'est que Mathieu, qui était tout proche et ami d'Arago, et beau-frère d'Arago, était un démocrate et un républicain. Binet est un catholique et un légitimiste. Et le pouvoir nomme donc un catholique et un légitimiste dévoué aux Bourbons. Il est le meilleur ami de Cauchy. Cauchy qui est le précepteur, un peu plus tard, de l'enfant du miracle. Donc on a là une nomination qui est purement politique. Et l'affaire fait beaucoup de bruit. Voilà Mathieu et Binet, qui sont donc quasi contemporains, dans mon souvenir. Et voici par exemple un article dans la presse qui analyse le détail de cette affaire et qui dit donc qu'il a été nommé à l'unanimité. Il y a des protestations assez vigoureuses à cette occasion. Ça fait tellement de bruit que l'administrateur est révoqué. Je vous ai dit que Lefebvre-Ginaud avait été l'administrateur du collège de 1800 à 1823. Sa protestation en 1823 à la nomination de Binet entraîne sa révocation le 30 décembre 1823 et il est remplacé par Sylvestre de Sacy, le professeur de persan,
qui lui aussi est en bon terme avec le régime. Alors n'oublions pas que 1823, c'est le moment où la Restauration se durcit. C'est le moment où le régime se durcit. Alors bien sûr, il y a des vengeances, et Binet attendra 20 ans avant d'être reçu à l'Académie des sciences. Donc l'Académie des sciences se vengera de cette nomination qui était en quelque sorte usurpée en 1823. Tandis que Binet, lui, Binet qui sera enfin élu à l'Académie des sciences, il ne sera élu à l'Académie des sciences qu'en 1843. Donc il lui faudra attendre 20 ans. Et en 1830, il sera démis de ses fonctions à Polytechnique. Donc vous voyez qu'il y a eu un certain nombre de vengeances par rapport à ces... Bon, voilà comment certaines élections pouvaient se passer. Une autre que je voudrais commenter, ça c'est un autre, c'est celle de Récamier contre Magendie. C'est en 1826, toujours sous la Restauration, le collège élit au premier tour Magendie, qui est un médecin organiciste, et Récamier obtient Magendie 12 voix, Récamier 6 voix. Le pouvoir nomme Récamier. Et cela entraîne des manifestations dans le quartier latin. Il n'arrive pas à prononcer sa leçon inaugurale. Selon le journal des débats, il y aurait même eu un mort. Nouveau trouble à chaque fois qu'il veut faire court, emploi de la force armée, arrestation d'élèves, coups de sable, blessures graves, mort même de l'un d'eux. Je crois qu'il n'y a pas eu de mort en vérité, puisque ça ne paraît pas confirmé, mais que se passe-t-il? On est en 1826. Eh bien, la chance dans tout cela, c'est qu'il y a eu tellement de révolutions en France au XIXe siècle qu'en 1830, eh bien, Récamier refuse de prêter serment à Louis-Philippe, le roi des Français, et il est donc démissionnaire, et Magendie est élu. Donc il n'aura tenu que 4 ans. Alors une autre élection très intéressante, c'est celle de Liouville contre Cauchy. Alors ça, c'est en 1800, on va voir. C'est un peu plus tard, parce que c'est dans l'autre sens. Bon, ça, c'est les débats à propos de Magendie. Alors, l'élection de Liouville contre Cauchy, c'est en 1851. Alors, c'est une élection très intéressante, puisque c'est la succession de Guillaume Libri. Guillaume Libri est un homme célèbre, c'était le professeur de mathématiques, qui était bibliomane ou bibliomaniaque, c'est-à-dire qu'il volait des livres dans les collections publiques. Et donc, il a été condamné en 1840. Enfin, il avait fui en Angleterre en 1848, mais voilà un professeur du Collège de France qui a été condamné à 10 années de réclusion par la cour d'assises de Paris le 22 juin 1850. Et donc, il est démissionnaire de sa chaire, et il y a une succession qui est très controversée, puisqu'on a Liouville contre Cauchy. Alors, vous voyez ici, c'est intéressant, c'est Binet, dont je vous ai dit que Binet avait été nommé comme légitimiste ultramontain, qui annonce que Cauchy sera candidat. Et puis, on parle aussi de Liouville. Donc, c'est une élection très politique et qui se solde de manière très difficile, puisque vous voyez les résultats des élections. Il est procédé au scrutin pour la nomination d'un candidat dans la chaire de mathématiques. Le nombre de membres présents est de 22, la majorité est de 12. M. Cauchy obtient 11 voix, M. Liouville 10. Il n'y a pas de résultat. Donc, second tour, procéder à un second tour de scrutin, il y a 23 votants. Donc, il y en a un plus qui est arrivé entre les deux tours. M. Liouville a 12 voix, M. Cauchy 11. Voici donc comment Cauchy n'a pas été élu au Collège de France. Alors, je vous rappelle que Cauchy était donc, lui, comme Binet, un légitimiste catholique ultramontain, et ce résultat, bon, on peut se désoler que Cauchy n'ait pas été professeur au Collège de France. Liouville n'était pas un mauvais mathématicien, hein, et il est resté donc assez
longtemps au collège. Mais vous voyez comme il y a ce balancement. Binet a été nommé contre Mathieu sous la Restauration. Liouville est nommé contre Cauchy 25 ans plus tard, 1851. On est dans la présidence dictatoriale, hein, présidence de Louis-Napoléon III dictatoriale. Voilà. Bon, ça c'est les présents. Bon, on peut se demander quand on voit ça comment chacun a voté, hein, puisque voilà les 23 noms qui ont voté, les uns pour Liouville, les autres pour Cauchy. Et voilà Cauchy. Alors bien sûr, le climat politique, la présence politique des professeurs du Collège de France ne s'arrête pas là. Hein, et pensons à Marcellin Barthelot, qui, sous la Troisième République, est sénateur inamovible en 1881, ministre de l'Instruction publique en 86-87, ministre des Affaires étrangères en 95-96. Probablement pas un très bon ministre dans aucun de ses mandats. On peut aussi penser au moment de l'affaire Dreyfus. Et je faisais récemment un séminaire sur l'affaire Dreyfus à Columbia, à New York, et j'ai remarqué que parmi les premiers adhérents de la Ligue de la patrie française, donc la Ligue anti-dreyfusarde, au 31 décembre 1898, eh bien, il y a 3 professeurs du Collège de France qui font partie de la Ligue de la patrie française: Jordan, mathématicien, Laffitte, histoire des sciences, et Le Chatelier, chimie, ainsi que Humbert, qui succédera à Jordan dans la chaire de mathématiques. 4 professeurs du Collège de France, signataires de la liste très courte de la Ligue de la patrie française. Enfin, le dernier point qu'on peut observer, c'est la disparition des polytechniciens à partir de 1900-1914. Vous avez vu, ils occupent tout le 19e siècle, et on voyait sur le tableau que je montrais tout à l'heure comment ils sont remplacés peu à peu par des normaliens dans ces années-là. Ainsi, Joseph Bertrand est remplacé par Brillouin, Marcel Brillouin. Camille Jordan est remplacé par Hadamard. Hein, et les politiciens disparaissent quasi totalement des chaires du Collège de France après Humbert qui tient la chaire de mathématiques jusqu'en 1921, et ils ne réapparaîtront au Collège de France qu'avec Alfred Sauvy et Louis le Prince Ringuet en 1859. Donc ils sont totalement absents, et les chaires que vous avez vues, qui sont les 3 chaires cruciales, astronomie, mécanique céleste, mécanique analytique, mathématiques et physique mathématique, à partir de 1900-1914, sont occupées toutes les 3 par des normaliens, et le resteront quasi toujours jusqu'à présent, me semble-t-il. Donc le basculement se fait là. Alors, je crois que je peux arrêter là, mais vous voyez qu'il y a une lente croissance, de 8 à 13 chaires, tandis qu'au XIXe siècle, les chaires littéraires sont largement augmentées, mais que le mouvement est complètement différent au XXe siècle. Donc il faudrait continuer mon tableau, ce que je vous ai montré au début, mon tableau là, avec toutes ces lignées de chaires, pour le perpétuer jusqu'à aujourd'hui. Merci.